tous. Bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans la première partie de notre émission. Actualité, déconstruction, information sur la Martinique et sur les ondes. Vous pouvez participer à la partie interactive en téléphonant au 03 14 03, numéro fixe. Donc, voilà pour le programme. Alors, aujourd'hui, on aura spécialement deux points de déconstruction. Un premier pour parler de la nécessité de l'émission elle-même. Nous aurons les actualités ensuite pour tomber sur le point principal de déconstruction qui tourne autour des crimes contre l'humanité, des excuses et des réparations. Alors, le premier point dont je voudrais parler se justifie parce que certaines personnes nous ont conseillé de dire, mais au lendemain du réveillon de Noël, c'est quand même peu productif de faire une émission d'actualité, de réflexion, de commentaires, de déconstruction. Les gens sont fatigués et donc on n'aura pas tout le public comme eux. Et justement, la déconstruction consiste à dire qu'il faut précisément faire de telles émissions pour casser la stratégie qui est menée par les classes dominantes, par les grands médias, pour empêcher aux personnes de réfléchir. Parce que il y a un cycle qui a été organisé. Nous sommes là à Noël, donc il ne faudra pas parler le dimanche parce qu'on est fatigué, mais rappelez-vous, les semaines passées, c'était la coupe du monde de football. Donc oui, il y a des matchs importants, donc il ne faut pas parler. Mais avant, il y avait la rentrée. Ah, les gens sont occupés avec la rentrée, préparation de la rentrée scolaire. Et puis après, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le carnaval, après il y aura les fêtes de Pâques, après il y aura les Jeux olympiques. Bref, le système est organisé pour obliger les opinions à se concentrer sur des choses qui sont peut-être importantes pour elles dans leur vie, mais qui les empêchent de réfléchir. Pendant le journal télévisé de pratiquement tous les médias dire, on nous a donné comment on décore les sapins, quel repas on va manger, quel cadeau il faut faire aux enfants, comment au Japon, dans les marchés, on mange dans les marchés de Noël, etc. Donc, c'est ça. Mais il y a eu des choses fondamentales qui se sont déroulées cette semaine, dont on a parlé à la marge, mais sur lesquelles on n'a apporté aucune explication, on n'a jamais réfléchi. Donc, il nous faut rompre avec cela en nous disant que, premièrement, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la totalité ou même la majorité des gens qui se laissent piéger par cette société de consommation. Il y a des gens qui restent, même au sein de la religion catholique où l'on fête la Noël le 25 décembre, qui restent dans une logique de réflexion, de spiritualité, et que ça ne gêne absolument pas d'écouter des éléments d'information ou de réflexion. Donc, il y a d'abord cela. Et puis, deuxièmement, c'est que si on trouve toujours un prétexte pour ne pas parler, pour ne pas expliquer les choses fondamentales dans le cycle qu'on a expliqué, à quel moment allons-nous le faire? Donc, il nous faut accepter de le faire, d'autant plus que l'émission étant enregistrée sur YouTube, les gens qui étaient trop fatigués, qui ont trop fêté, auront loisir de revenir dessus. Ça, c'était un premier point de déconstruction pour dire oui, il nous faut continuer le travail. Il nous faut continuer à nous battre dans ce monde pour comprendre ce qui se passe parce que la Terre est en train de se défaire, de se déconstruire. L'humanité est en train d'aller à l'abîme. Donc, il faut gagner du temps. Alors, justement, j'ai retenu 3 points d'actualité pour cette séance parce qu'il y a urgence dans ces 3 cas-là. Le premier nous concerne personnellement, Martin. Depuis une quinzaine de jours, le gouvernement français
ses affidés ont commencé une campagne pour tromper, pour manipuler la population martiniquaise sous l'affaire de l'empoisonnement aux pesticides. Quand ils ont vu que la population manifestait contre le non-lieu, même si elle ne descendait pas dans la rue, mais partout s'exprimait la dénonciation de ce scandale judiciaire, alors leurs pontes ont planifié une campagne pour tromper l'opinion publique. Mais à la limite, je considère que c'est une forme de racisme, de mépris. Le mot a été employé dans les manifestations à l'égard de notre peuple martiniquais. Alors, on commence par dire, il y a quelque temps, ah, on s'était trompé. Le sol n'est pas pollué pour plusieurs siècles. Hein. Il y a des moyens pour que magiquement la molécule de chlordécone disparaisse plus vite sur une quarantaine d'années. C'est un mensonge. Ce n'est pas scientifique. C'est de la manipulation d'informations. On a mis la petite graine. Et puis après, on a continué. Ah, le chlordécone sort du sang. Donc, finalement, en 130 jours, on voit mon homme venir devant les Martiniquais empoisonnés dire non, mais si vous mangez bien, dans 130 jours, ça va disparaître. C'est un mensonge. C'est malhonnête. Pour la bonne raison que ça ne pose pas la question de l'empoisonnement, je rappelle qu'il y a la molécule de chlordécone, mais qu'il y a 65 autres molécules de poison, de pesticides qui ont été inoculées. Alors, on fait le dépistage parce qu'il y a une polémique et une dénonciation sur cette molécule-là, hein, mais il y a de nombreuses autres molécules qui ont été utilisées et qui sont encore utilisées, glyphosate par exemple, qui ne règle pas la question de la purification du corps, d'autant plus que la traçabilité des produits dont on vante la qualité, hein, n'est pas garantie et n'est pas totale. Et que d'autres facteurs de pollution viennent intervenir à travers les produits importés, les colorants, les conservateurs, etc. Donc, il y a une manipulation pour faire croire aux gens, bon, ne vous inquiétez pas. C'est grave et c'est criminel, c'est un nouveau crime parce que ça empêche la vigilance de tout un chacun pour pouvoir se dépister, se soigner et surtout ça empêche la lutte pour exiger réparation du crime commis par l'État français et les grands planteurs de bananes. Donc, il y a cette deuxième tentative qui a été faite avec cette histoire de chlordécone qui va disparaître magiquement dans le sang. Et puis, il y a une troisième. Finalement, vous serez réparé, vous aurez de l'argent, vous serez indemnisé. Une avocate sort du chapeau et dit, mais j'ai trouvé une chose que les gens ne savaient pas. Il y a un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui existe depuis plusieurs années en France. Mais il nous faut déposer des dossiers. Mais c'est nous qui participons. C'est une manipulation parce que le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides voté en France concerne principalement les exploitants agricoles. Ça a été voté en France parce qu'en France, les ouvriers agricoles sont peu nombreux. On a plutôt des grandes exploitations très mécanisées et des exploitants qui, sur le tracteur, sèment des produits, etc. Et donc, la structuration sociale de l'agriculture en France n'a rien à voir. Et c'est parce que l'agriculture a des lobbies très puissants, céréaliers et autres, qu'ils sont arrivés à avoir ce fonds qui concerne les exploitants agricoles. L'avocate qui certainement n'a pas fait beaucoup de recherches sur la question n'est pas informé que le collectif des ouvriers agricoles a téléphoné à l'organisme qui gère ce fonds en France et qu'on lui a dit ça ne concerne pas les ouvriers agricoles, ça concerne les exploitants agricoles.
que les ouvriers agricoles doivent se rapprocher de la sécurité sociale. Alors, publicité oblige, téléphoner. Donc, vous allez pouvoir avoir des dossiers, vous serez indemnisé. On voit apparaître Phyto Victime et son numéro dans l'affaire. Je reviendrai sur Phyto Victime, mais je continue sur l'histoire de vous pouvez être indemnisé. Et l'on nous dit, mais pour que la procédure aille, il suffit de demander un certificat à votre médecin traitant concernant votre maladie. Le certificat que le médecin traitant va vous donner concerne le constat de la maladie que vous avez. Il n'y a aucune indication de la liaison de cette maladie-là avec les pesticides. Donc, à tous les coups, ça ne suffira absolument pas à engager une procédure d'indemnisation. Ce n'est pas vrai. Il faudrait obligatoirement que ce certificat soit accompagné de la preuve de la liaison avec la maladie. Or, les criminels n'ont jamais fait de recherche, ne tiennent pas en compte, ne prennent pas en compte les recherches qui ont déjà été faites aux États-Unis, au Nicaragua ou ailleurs, pour dire, ah, on ne sait pas le lien. Monsieur Macron vient raconter, ah, on n'a pas encore bien établi. Finalement, quand on prouve qu'il y a liaison entre cancer de la prostate et chlordécone, on sort une loi, beau tapage dans les médias pour dire, ah, les cancers de la prostate seront indemnisés. Mais dans la loi, on met qu'il faut prouver qu'on a travaillé pendant 10 ans en contact avec le produit. C'est une scélératesse, c'est une malhonnêteté profonde, parce que les ouvriers agricoles ne pourront pas prouver qu'ils sont restés en contact 10 ans avec le produit. Or, on sait bien que même si c'est pendant 1 an que vous avez utilisé le produit, que les effets sont absolument irrémédiables. Donc, on n'a pas de tableau de maladie professionnelle mettant le lien entre la maladie et la pathologie. Alors, allez avec un certificat de votre médecin traitant et puis on va vous indemniser sur un fonds d'exploitant agricole. C'est de la manipulation. Et là, le mépris est tel que l'État français, en fin d'année là, ces derniers jours, fait sortir une loi qui dit, bon, si on a eu la maladie il y a plus de 2 ans, moins de 2 ans, eh bien, on pourra faire la procédure, mais si on a la maladie depuis plus de 2 ans, on ne pourra pas faire la procédure. À partir du 31 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, c'est un mépris, c'est de la scélératesse, et je crois qu'il nous faut comprendre que il faut répondre par la dignité et la mobilisation à ce mépris. L'ARS se permet de faire des publicités à la télé pour dire l'ARS tient la santé Martinique. L'ARS sabote la santé de la Martinique parce que les dirigeants de l'ARS qui sont là pendant la gestion du Covid, ils ont été responsables du non-traitement de la population, des personnes concernées. Ils ont été responsables du sabotage du service de santé en, premièrement, suspendant des gens qui pourraient intervenir pour régler la situation, en suspendant des jeunes infirmiers en formation qui n'ont pas obéi à l'injonction d'un produit expérimental, hein, en fermant, en appliquant la politique libérale de fermeture des lits, etc. L'ARS entière santé Martinique, l'ARS entière intérêt les laboratoires pharmaceutiques et le pouvoir colonial français. Et ce qui se fait, c'est parce qu'il y a pression par les personnes concernées, les différentes associations, Lionnage, Zéro Poison, Zéro Chlordécone, la Soupe à Barre et le collectif, etc. Donc, cette manœuvre-là doit nous appeler à comprendre qu'il ne faut pas attendre sur. Le dépistage gratuit a été obtenu par des combats d'associations. Les laboratoires ne pouvaient faire les analyses qu'à certains moments. L'ARS et le patronat a refusé qu'on libère des gens, qu'on paie aux gens. Les criminels ont refusé qu'on paie des gens pour aller faire un dépistage. Et après 2 ans,
ils arrivent à se plier à une revendication des ouvriers agricoles, demandant qu'on vienne dépister sur les lieux, en faisant croire que ce n'est pas aux gentillesses. Donc, il faut comprendre que dans toute cette affaire-là, il y a un mépris de notre population et une volonté d'étouffer le scandale. Alors, pour terminer sur ces procédures scélérates, sur le fait que la justice est au service de l'État pour faire ce scandale-là et être étouffé, pour terminer sur cet aspect-là, je veux dire que beaucoup de gens ont l'occasion de dire il faut tard, nous pas gagner, pas gagner devant pour, pas ni raison devant pour, etc. C'est la plus grande erreur. Parce que, comprenons-nous bien tous, que ce combat-là ne peut pas être perdu si nous le menons massivement et dans l'unité. Parce qu'il y a un crime contre l'humanité qui a été fait. Consciemment, parce qu'on savait que le produit était interdit. La justice française obéit au pouvoir colonial français. Elle va étouffer, elle va traîner. Mais il y a des justices internationales, des juridictions internationales auxquelles on peut faire appel si on a des dossiers solides. C'est pour cela que nous disons non, pas décourager. Tout ça qui peut faire préparer dossier, les preuves de la contrainte qui a été faite pour semer les produits, les preuves les exigences de revendication des dépistages. Manifestons, préparons les dossiers pour aller dans les juridictions internationales. De toute façon, le rapport de force va changer. Tout à l'heure, je vais parler de la question des constructions avec la question de réparation. Je reviendrai sur ça. Mais il nous faut comprendre que les victimes, leurs ayants droit, les enfants qui sont orphelins parce que leurs parents sont morts à 49 ans de cancer à cause des produits toxiques, préparer dossier, organiser comme nous, organiser les mobilisations, pas manifester simplement là, rien, ça aussi, mais faire tout et tout pour contraindre l'État français et le pousser à assumer ses responsabilités. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la campagne de manipulation, de désinformation menée par la France et les grands propriétaires sur cette question du crime d'empoisonnement. La deuxième actualité que je voulais aborder concerne le Royaume-Uni, l'Angleterre, comme on l'appelle familièrement. Il y a des grèves, on dit qu'il y a des décennies que ça ne s'était pas produit en Angleterre, dans le secteur de la santé, dans le secteur du transport. Bref, on dit que c'est un mouvement inédit et puissant. Et on dit en face que le Premier ministre, lui aussi milliardaire, maintenant dans les gouvernements, c'est des milliardaires, des employés de milliardaires qui règnent, dit pas question, tout ça. Et puis tout de suite, on rentre dans la campagne de propagande, de désinformation. Vous savez que depuis quelques décennies, c'est prise en otage. Vous vous rendez compte, ces méchants grévistes empêchent les familles de se réunir pour la Noël. Ils ne peuvent pas aller voir leurs grands-parents. Ah, ils auraient pu choisir un autre jour qui ne gêne personne et qui permet que le gouvernement n'applique pas ne satisfasse pas leurs revendications. On joue sur le thème de la prise en otage. Et puis, on oublie totalement les raisons de la grève et le fait que jamais dans l'histoire de l'humanité, les classes dominantes n'ont accepté d'améliorer la vie des travailleurs sans qu'il y ait de grève, de mouvement, d'insurrection, de révolte, et que l'intérêt collectif de ces gens-là qui ne pourront pas voir leurs parents à Noël est que l'ensemble de la société progresse. Depuis qu'on développe les politiques ultralibérales, c'est tout le monde qui a fait. Je prends le cas de contrôleurs dans les grèves en France, parce qu'il y en a aussi, je parle de Grande-Bretagne, mais il y a en France la SNCF et tout ça. Je prends le cas d'un contrôleur qui dit, bon, nous
Nous voulons qu'il y ait plus de gens dans l'Iran. Nous voulons pouvoir voir notre famille. Nous voulons avoir une reconnaissance de notre travail par un salaire décent, puisque notre vie de famille est bousculée, l'inflation augmente, etc. Quand on dit à ce monsieur-là, vous m'empêchez d'aller voir, mais ne faites pas grève parce que j'ai besoin d'aller voir mes enfants, ça veut dire, je refuse que vous viviez bien pour que je puisse aller voir ma famille. Je dois être capable d'accepter un sacrifice qui va m'être intéressé au bout du compte, pour la bonne raison que ce contrôleur l'a dit, c'est quoi? Vous là, qui refusez qu'il fasse grève pour ça, quand on a violé votre fille dans une rame de métro parce qu'il n'y a pas de contrôleur, qu'est-ce que vous allez dire? Vers qui vous allez vous retourner? Le contrôleur défend votre intérêt. Je fais une petite parenthèse sur le cas en Martinique, où les gens respectent beaucoup pour les greffes du TCSP. J'ai en face de moi quelqu'un qui en est témoin, un contrôleur, un conducteur de TCSP, nous dit, ça y est, c'est non pas l'idée, c'est pas nous pas là, parce que la queue qui est sur le toit, eh bien, il est défectueux. Si les deux fils en lithium se touchent, le système électrique ne va pas marcher, donc on ne pourra pas ouvrir les portes, et tout ça qui en est donc à brûler. C'est moi qui est responsable de ça, si m'a pas dit réparer là. Donc il faut que nous comprenions que ces grèves qui sont menées en Grande-Bretagne, ce sont des luttes contre l'ultralibéralisme et qu'il faut les mener partout dans l'intérêt collectif. C'est tout le monde qui va sortir gagnant de l'affaire et qu'il faut des sacrifices, évidemment, pour ça. La question de l'ultralibéralisme, de la lutte contre l'ultralibéralisme, doit nous faire réfléchir aussi sur la question de l'internationalisme prolétarien. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur humanité à cause de la propagande raciste qui disent ça c'est bagaille blanc, ça fait quoi c'est blanc qui tire. Non, il n'y a pas de lutte commune, que ce soit des Anglais, des Français, des États-Unis, etc., indépendamment de leur nationalité, de leur couleur de peau, contre l'ultralibéralisme, nous n'allons jamais gagner ce combat-là. Donc il faut comprendre que le moment est venu que les questions d'intérêt commun entre les peuples, entre les couches populaires, se posent avec urgence. Et c'est pour ça que je disais que ne pas parler de cela parce que hier on a fêté, et puis ne plus en parler puisqu'on aura d'autres fêtes après, c'est grave. Il nous faut apprendre à faire des sacrifices, à faire ce qu'il faut pour nous former, pour comprendre et pour nous organiser. Donc c'était le deuxième point d'actualité que je voulais faire. Et le troisième va concerner l'annonce faite par les États-Unis de donner 45 milliards de plus à l'Ukraine pour la guerre. Il faut dire que les États-Unis avaient déjà donné près de 50 milliards de dollars, dont 20 milliards pour les armes directement, jusqu'à ce jour. Et là, le nouveau budget des États-Unis prévoit de leur donner 45 milliards. L'essentiel, c'est évidemment pour acheter du matériel de guerre, des missiles patriotes, etc. Nous devrions réfléchir peut-être plus sur ces questions-là. Combien de guerres y a-t-il dans le monde? Combien de personnes meurent dans le monde? Comment se fait-il que c'est sur ce pays européen seulement qu'on va débloquer 100 milliards pour armer, pour résoudre des problèmes d'électricité et d'eau? Est-ce que c'est vraiment par philanthropie, par gentillesse? Alors, la propagande est menée quotidiennement. On a déjà parlé de ça, pour montrer des enfants avec des nounours, etc., pour nous apitoyer, pour nous faire compatir avec la population ukrainienne. Vous vous rendez compte, un Noël sans eau et sans électricité. Et puis pourquoi? Et puis défendre la démocratie contre le dictateur.
c'est vraiment, il faut faire le sacrifice, accepter que les prios, accepter qu'on prenne des milliards qui auraient pu servir aux hôpitaux, qui auraient pu servir à l'école, qui auraient pu servir à l'agriculture saine. Non, il faut sauver l'Ukraine parce qu'il souffre. Franchement, les enfants palestiniens, les enfants yéménites, les Africains, etc., combien de fois voyons-nous ce même langage compassionnel dans les médias, dans les informations et surtout de façon aussi répétitive? Prenons l'exemple de l'électricité et de l'eau. Ça nous fait de la peine. Ils ne peuvent pas fêter Noël, ils n'ont pas d'électricité et d'eau. Combien de milliards, je dis bien combien de milliards d'êtres humains sur cette planète n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité? En Martinique, est-ce que tout le monde a accès à l'eau et à l'électricité comme cela devrait se faire, c'est-à-dire une eau de qualité, une électricité à prix correct, etc. Mais on n'est pas les moins bien lotis de la misère. Mais je parle de ces milliards de personnes. Pourquoi? On a bien dit que c'est un crime de guerre que la Russie commet en détruisant des installations électriques ou en détruisant des infrastructures qui permettent d'avoir de l'eau. C'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. D'accord. Alors, quand Coca-Cola vient dans un pays et achète les régions où il y a de l'eau pour fabriquer du Coca-Cola et puis priver d'eau tous les villages de la région, bagaille qui fait, hein? C'est un crime de guerre, oui ou non? Le criminel est-il identifié, oui ou non? Pourquoi on ne parle pas? Donc, on instrumentalise la souffrance réelle avec laquelle nous devons compatir des populations ukrainiennes, mais ce n'est pas pour leur rendre service. Non, cela est fait uniquement pour diaboliser la Russie, contre qui on est en guerre, et pour permettre que l'opinion accepte que des milliards soient donnés à des gens qui vont bombarder. Et puis, comme on parle de diaboliser l'adversaire, les journalistes occidentaux sont formatés pour dire. Alors, écoutez, hein, ce sont des drones iraniens qui ont détruit un marché. Qu'est-ce que l'Iranien vient fort là? Il y a des pays en guerre, la Russie a des drones, quel que soit l'endroit où acheter, l'envoi des drones, c'est la guerre. Donc, ce n'est pas un drone gardé, c'est un drone iranien. Ce qui permet à Volensky de dire, et repris par tous les journalistes en commentaire, les sanctions contre l'Iran qui fournit des armes à la Russie sont insuffisantes. Il faut avoir une politique plus destructrice. Dixit Volensky avant-hier. Les médias répètent ça sans commentaire. Qu'est-ce que le fait que le drone ait été acheté en Iran est à voir? Est-ce que vous entendez les obus de Macron ou les obus français ont tué des gens dans le Donbass? Puisque quand Volensky envoie des bombes sur les régions pro-russes, ça tue des civils. Les bombes, les canons César viennent de France. Est-ce que vous entendez dire les canons français ont tué des gens, des civils dans le Donbass? Est-ce que vous entendez dire les missiles états-uniens, les missiles de Biden, puisqu'on dit les bombes de Poutine, les missiles de Biden ont tué des civils? Non, des missiles ukrainiens on ne va pas vous dire des missiles russes, des missiles ukrainiens. Donc, il y a une façon pernicieuse de développer ces crimes-là. Et puis, alors, il y a de la dissimulation, parce qu'il y a un rapport de l'ONU qui a établi qu'il y a des tortures faites sur les prisonniers des deux camps. Donc, l'Ukraine fait aussi des tortures. Non, ils sont gentils, ils défendent la démocratie. Et on fait le silence sur nous l'avons déjà dit, la proximité de l'extrême droite
des néo-nazis avec le gouvernement ukrainien. C'est une réalité. Les exactions qui sont faites sur ceux qu'on appelle des civils pro-russes, hein, et ils ont été dans les régions reprises par l'Ukraine, les exactions ne respectent pas les lois de la guerre. Quand ils mettent une bombe chez un responsable qui avait été désigné par les autorités de la région passée sous contrôle russe, on ne parle pas de terrorisme, on parle de résistance. Donc, il y a une façon de trafiquer l'opinion, hein, pour pouvoir diaboliser la Russie. Alors, que ce soit clair, disons cela, nous ne disons pas que la Russie est philanthrope, gentille, saine, etc., qu'elle ne fait pas d'exactions, qu'elle ne tire. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit qu'il y a deux armées en guerre pour le contrôle du marché. Les deux emploient des méthodes de la guerre qui sont laides, injustes pour les civils, de façon égale. Et que nous n'avons pas à choisir pour l'un d'eux. Et nous disons cela pour dire qu'on nous fait prendre parti d'un des camps qui est aussi criminel que l'autre. Pourquoi? Parce que Zelensky, c'est, vous savez, dans les courses marathon là, celui qu'on appelle le mouton, c'est quelqu'un qu'on envoie partir pour vite pour le pain. J'ai entendu dire que c'est un mouton. On envoie devant pour accélérer le rythme, mais ceux qui veulent vraiment gagner restent à l'arrière. Le lièvre. Voilà. Et ceux qui veulent gagner restent en arrière. Et puis, quand le lièvre a épuisé un certain nombre de personnes, à ce moment-là, il décolle. Zelensky, c'est le lièvre de l'Occident qui peut se permettre de dire, il faut attaquer l'Iran, il faut... On a besoin de temps pour défendre la démocratie. Mais c'est un valet qui est mis en avant. Quand on n'en aura plus besoin, on va le mettre de côté. Mais il aura fait le sale boulot de développer la fascisation et la préparation du conflit. Donc, c'est absolument important qu'on comprenne ça pour ne pas tomber dans le piège et comprendre que ce n'est pas la défense de l'Ukraine qui doit être notre priorité aujourd'hui. Notre priorité, c'est de lutter contre les affrontements interimpérialistes et pour restaurer la vraie souveraineté des peuples. Donc, c'est ce que nous voulions dire concernant l'Ukraine. Et rapidement, je pense au groupe Wagner, une armée privée qu'on utilise pour diaboliser, entre autres, là aussi. Je l'ai déjà dit, je le répète, les États-Unis, ce sont les champions des armées privées et ils ont des mercenaires sur place. Pourquoi les journalistes ne parlent pas également des exactions de ces criminels-là? Donc, on va faire une petite respiration, si la technique est prête, avant de passer à la question de la déconstruction. Voilà. Alors, nous avons choisi de parler du thème crime contre l'humanité, excuses et réparations. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu l'annonce par les Pays-Bas, pays européens, qu'elle a fait des excuses pour son rôle dans l'esclavagisation des pays africains. Évidemment, il y a eu un débat. Il y a d'un côté des gens qui disent « oui, mais les excuses ne servent à rien, on n'a pas d'indemnité ». Et puis, il y a les occidentaux suprémacistes, même de camp de gauche-droite traditionnelle qui disent « la repentance, non, on n'a pas le droit de faire repentance, c'est quoi, c'est le passé, on n'est pas responsable ». Ils sont contre la repentance. Alors, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Je dirai tout à l'heure pourquoi ils ont quelque part raison, mais il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire parce que c'est l'histoire, c'est le passé, et puis vous vous souvenez de toutes ces déclarations des présidents français qui disent que c'est la faute des Africains qui n'ont pas su rentrer dans l'histoire, ou bien que la colonisation a eu
des effets positifs. Hein. Vous vous souvenez de cette propagande qui dit qu'il faut parler de l'esclavage. Les Blancs ne sont pas responsables puisque c'est les Noirs qui ont vendu leur frère, ce qui est un mensonge historique fondamental, malheureusement repris par des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui se laissent manipuler. C'est triste pour eux. Mais enfin, ça c'est le débat qui a eu lieu. Et nous avons donc souhaité revenir sur cette question-là pour dire que la question des excuses par les pays colonisés s'explique parce qu'il y a une poussée en puissance des luttes pour les réparations, pour les exigences de réparation. Parce que leur crime est en train d'être dénoncé massivement. Jusqu'à présent, ils étaient arrivés à tuer ça dans les livres, les films, etc. Mais avec les nouveaux moyens sociaux, les révélations se multiplient. Crimes par les Allemands, crimes par bref, tous les crimes que les Français ont commis en réunion, tout ça circule. Et les gens se font passer le message. Donc, les États colonialistes voient bien qu'il y a une montée en puissance, il y a une dénonciation, ils ne peuvent plus se cacher. Donc, ils croient s'en tirer à bon compte en disant « Ah oui, pardon, je vous excuse. » Même l'Église. Oui, vraiment, excuse sincère. Maintenant, il nous faut nous réconcilier. Donc, c'est ça qui explique les excuses. Mais ce sont des excuses hypocrites, scélérates, parce que tous les crimes qu'ils ont commis hier, ils continuent à les commettre aujourd'hui. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure concernant l'empoisonnement par les pesticides concoctés par le gouvernement français et les grands propriétaires, c'est un nouveau crime contre l'humanité qui est dans la continuité totale des crimes du colonialisme. Donc, cette affaire d'excuses sans réparation ne peut pas passer. Les gens ne veulent pas comprendre, d'autant plus, je le dis, qu'on constate que les crimes continuent, que la propagande raciste continue, mais que quand il y a des dispositions au niveau international qui sont étudiées pour réparer les crimes, eh bien, il freinage à levier de l'Occident. Rappelez-vous des rencontres internationales sur les réparations qui se tenaient à Durban, en Afrique du Sud. Eh bien, les Européens et les États-Unis ont fait bloc pour qu'on ne parle pas de certains sujets. Ils ont boycotté parce qu'il ne fallait pas entendre les revendications et aborder les moyens de la réparation. Donc ça, c'est l'exemple de Durban. Ou bien l'exemple des objets volés. Ces criminels-là ont pillé les richesses culturelles, religieuses, métaux, etc., des États qu'ils ont colonisés. Ça trône dans leur musée. Et puis aujourd'hui, ah ben, j'accepte de vous prêter ou de vous remettre en gage d'amitié. C'est un scandale. La seule solution, c'est de remettre impérativement tout ce qu'ils ont volé à tous les États où ils ont volé. Alors, le comble du racisme, quand l'État français dit, nous sommes bien d'accord pour remettre les objets volés, mais les Africains ne sont pas prêts, ils n'ont pas les logistiques, ça va s'abîmer dans leur musée. Les autres Zambayo, lorsque vous vendez des avions de chasse, vous ne dites pas qu'ils ne sont pas prêts, vous prenez l'argent, vous achetez et vous envoyez des instructeurs et vous accompagnez le maniement parce que vous avez l'entretien des pièces détachées, donc c'est votre intérêt, vous savez ce qu'il faut faire. Mais là, vous êtes un criminel et vous devez réparer. Donc, vous devez rendre tous les objets et vous devez, en termes de réparation, donner les moyens de les protéger puisque c'est vous qui les avez mis en danger. Ils auraient été protégés s'ils étaient restés chez eux. Donc, c'est montrer que le racisme est permanent. Et ce racisme continue dans les livres, dans les films. Je rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette radio. Il y a 15 jours, je l'ai vérifié encore. Dans les écoles, dans les CDI, dans les bibliothèques, il y a un livre qui s'appelle
Contes et légendes des Antilles de Thérèse Georgel. Et dans ces contes-là, il y a un conte qui dit nègre fait pour être malheureux. C'est parce qu'il était mal élevé. Il jouait la Sainte Vierge, il courait en l'air gros sac, les outils. Un conte qui vraiment cristallise la pire idéologie raciste dans les écoles. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Les autorités électorales le savent. On n'a pas besoin de plus d'une semaine de demander, d'envoyer un arrêté puis de dire enlevez-moi tout ça, envoyez au pilon, ou bien faites des réunions pour dénoncer. Je signale que dans l'école où j'étais, j'avais laissé le livre et j'avais marqué une inscription. Ce compte raciste est fait pour inférioriser, lisez-le, combattez-le. La responsable du CDI, qui était française, l'a pris, l'a jeté au pilon. Et quand je suis parti, elle en a acheté un autre. Donc, il faut une décision officielle. Mais eux, et c'est pour ça que je le dis, veulent que l'idéologie raciste continue. Nos enfants ont des livres scolaires qui magnifient la République française, mais qui cachent tous ces crimes. Donc, ils ont, je reviens sur ce que je disais, les moyens de la propagande au niveau de la culture, au niveau du cinéma, ou pour l'essentiel, les Noirs jouent le même rôle, ou s'ils jouent des rôles, ils incarnent des personnages avec une idéologie blanche, le policier, super-héros, etc., avec son langage, ses mœurs, son culte de l'institution, etc. Mais c'est peau noire et masque blanc. Donc, il y a cette permanence, du crime qui continue et qui nous fait poser la question des réparations de façon différente. Avant d'aller plus loin, puisque j'ai parlé de ce matin, je lis un article. Les États-Unis ont commencé une campagne contre l'actrice noire Whoopi Goldberg, que vous connaissez certainement, Sister. Pourquoi? Parce qu'en janvier de l'année dernière, elle avait dit, c'est trop significatif pour que je ne vous lise pas. Alors, elle avait dit que la question de l'Holocauste n'était pas d'abord une question raciste. C'est une question de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Ça a déclenché une campagne contre elle, elle n'aurait pas dû dire ça. On la réinterroge pour dire, mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'au-delà de la question de la race, cela ne change rien au fait que vous ne pouviez pas reconnaître un juif dans la rue, vous pouviez me prouver, vous pouvez ne pas l'éprouver. Ce que je voulais dire, et elle a confirmé sa position sur cela, c'est que je reprends, j'ai perdu la phrase, que c'est l'humanité de l'homme envers les hommes qui est concernée. Les Juifs à travers le monde ont toujours eu mon soutien, cela ne changera jamais. Les États-Unis font une campagne parce que la personne a dit que les crimes nazis posaient la question de l'humanité des hommes contre les hommes. Et pas seulement la question d'une supériorité d'une race sur une race. On n'a pas besoin d'aller très loin pour comprendre que c'est une thèse absolument valable qu'elle a développée là. Mais il ne faut pas contredire la parole du blanc, pas blanc, passant du blanc dominant, du suprémaciste. Il ne faut pas heurter l'État d'Israël qui est au service de l'impérialisme occidental. Et cela nous amène à la question de la déconstruction de la désaliénation. C'est vrai qu'il faut utiliser les lois actuelles pour obliger les responsables de crimes à indemniser les victimes. Et c'est ce que nous posons avec la question de l'empoisonnement. Mais au-delà, il faut voir l'affrontement entre les classes dominantes, les impérialistes, et des peuples dominés. Tant qu'il y aura des classes dominantes qui peuvent réparer ou pas, donner une monnaie, faire semblant ou pas, le problème n'est pas réglé. Le problème sera réglé quand les structures globales
dans les relations internationales au niveau de législation ont été changées pour qu'il y ait une véritable réparation, une véritable punition des criminels, des coupables. Alors, il y a une expérience très importante qui se fait en Inde aujourd'hui. L'Inde est dirigée par un premier ministre qui s'appelle Modi, qui est un nationaliste, qui a des politiques de caste, bref, réactionnaires, libérales, et l'Inde a 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui. Je vous invite instamment à aller regarder sur replay de AOT un focus sur le nationalisme indien. Parce que, au-delà des caractères à combattre que je viens de signaler, l'Inde a entrepris de remettre en cause toutes les législations imposées par l'Occident après la colonisation. Nous connaissons tout ce qui gère le monde des brevets, tout. Ils ont déjà voté, ils ont déjà préparé 1600 lois pour éradiquer le droit occidental. Alors, évidemment, il faut que pour que ce mouvement-là soit positif, que les masses indiennes entrent sur le devant de la scène pour exiger qu'on ne remette pas des lois féodales, des lois de caste, etc. Le rejet de la législation des institutions occidentales ne doit pas permettre de faire un retour en arrière. Il faut donc que les peuples indiens, les peuples d'Inde, mettent leur grain de sel révolutionnaire dans l'affaire pour progresser. Mais quand je parle de cet exemple, c'est pour dire qu'il y a une dynamique inéluctable qui se fait en Amérique du centre et du Sud avec les constituantes, en Afrique avec le départ, la chasse des impérialistes français et autres, et là en Inde avec son milliard d'habitants, mais aussi en Chine. Qui fait que le droit, les législations occidentales ne pourront plus s'imposer au niveau planétaire. Leur poids économique est en train de se dissoudre, se font taper l'opium par la Chine, etc. Ça veut dire que c'est un pouvoir descendant, c'est une puissance descendante, comme tous les empires qui ont dominé le monde. Et c'est à ce moment-là que nous devons être capables de dire pays, actuellement pays, en nous appuyant sur cette nouvelle dynamique inéluctable que nous nous trouverons en situation d'imposer des réparations qui soient légitimes et qui soient à la hauteur des crimes qui ont été connus. C'est donc au peuple de donner un caractère révolutionnaire à cette dynamique-là, et chaque peuple a sa part à porter. Quand nous, Martiniquais, nous internationalisons le combat sur l'empoisonnement chlorhydrique, nous démasquons des criminels contre l'humanité et nous contribuons à ce que cette dynamique-là puisse progresser. Donc, en définitive, la question des excuses, c'est tout à fait farfelu, secondaire et non déterminant. Excuse sans réparation, c'est un mépris de plus. Donc, la question des réparations doit se poser à travers la transformation des relations économiques, politiques et sociales au niveau planétaire sur des bases antagoniques. Ça veut dire qu'il ne peut pas se concevoir une véritable réparation de l'humanité sans l'éradication de l'impérialisme, du colonialisme et du capitalisme ultralibéral. Donc voilà ce que je voulais développer pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous me direz, pour ceux qui ont écouté, est-ce qu'on aurait dû dormir le ventre plein d'après Noël ou bien est-ce que nous nous sommes enrichis de ces informations qu'on entendra pas sur les médias officiels. Bientôt.